bonjour à tous et à toutes. Bienvenue aux conférences mensuelles du Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Jean-Marc Barrault avec nous, qui est membre régulier et responsable, co-responsable de l'axe 1 du RQSPAL. Et on a Ansem Kananga, excusez-moi, qui vont nous entretenir sur une conférence entre Kinshasa et Montréal, regard croisé sur la fin de vie. Sans plus tarder, je leur cède la parole. Merci, messieurs. Alors, soyez les bienvenus et je suis très honoré d'accueillir en votre nom Anselme, qui, dans ce qu'on pourrait considérer les pays du Grand Lac pour le continent africain, contribue énormément à la mise en place de soins palliatifs à domicile. Par ailleurs, il a fondé l'association Pallia Family, je crois, en 2008, et il rayonne à l'international, notamment en Europe, où il contribue à faire des ponts entre les différents continents, je pourrais dire, autour de cette culture palliative. Donc, je le laisse se présenter. Quant à moi, probablement que vous me connaissez, je suis professeur à l'Université de Montréal et spécialiste en anthropologie spirituelle. Alors, bienvenue à toi, Anselme, mais si tu souhaites peut-être préciser quelques aspects de ta personne et de ton CV, tu es le bienvenu. Bonjour Jean-Marc, ici c'est déjà un peu la nuit, donc merci beaucoup. Merci à François, merci au réseau de m'avoir accordé cette opportunité de présenter un peu notre expérience, ces regards croisés entre Kinshasa et Montréal. En fait, moi je suis Anselme, je suis infirmier des formations, j'ai une maîtrise en soins palliatifs, je suis en train de finir un master à l'Université libre de Bruxelles en santé, politique et développement. Alors, je suis aussi membre de la Fédération internationale francophone des soins palliatifs que nous avons mis en place depuis les années 2011. Et je suis aussi consultant du ministère de la Santé sur tout ce qui est en rapport avec les opiacés, les produits sous contrôle auprès de l'ONU. Et comme a dit Jean-Marc, donc nous avons mis en place avec les professionnels des Mangafula dans les années 2008 une association par la famille qui signifie soins palliatifs avec la famille et pour la famille. Donc où la famille elle est vraiment partie aussi intégrante de soins et où nous avons évolué, nous avons pris du chemin, nous avons évolué jusqu'à sensibiliser les politiques, les leaders d'opinion, et aussi les leaders religieux et puis aussi les académiciens à mettre les soins palliatifs dans leur agenda. Voilà. Merci. Merci Anselme, merci beaucoup pour cette présentation. Donc en fait, ce que nous vous proposons à toutes et tous, c'est de structurer notre dialogue autour de de ce magnifique vis-à-vis, si vous voulez, entre ces deux grandes métropoles, Kinshasa et Montréal, autour de 4 thèmes que l'on va essayer de survoler, puisque nous n'avons qu'1 heure, et peut-être de réserver les questions s'il y en avait à la fin de ces 4 thématiques. La première thématique que l'on va regarder, c'est le rôle de la communauté avant, pendant et après le décès, dans le cadre, bien entendu, des soins palliatifs. La deuxième thématique que nous regarderons sera en fait la question de la place de la spiritualité en soins palliatifs, toujours dans ce vis-à-vis entre Kinshasa et Montréal. La troisième partie reprendra un concept qui s'appelle la notion de la belle mort. Et nous terminerons autour de quelques mots sur la conception dans ces deux continents, dans ces deux métropoles, autour de la question du deuil et de ses émotions. Sur le plan méthodologique, en fait, ce que nous mettons en avant, c'est évidemment une méthode dialogique entre Anselme et moi, et avec en sous-bassement une ethnographie comparée, c'est-à-dire ce vis-à-vis entre ces deux cultures qui se proposent dans ces deux métropoles. Sur le plan didactique, ce que nous allons mettre en avant, c'est peut-être, après que Anselme ait pris la parole pour chacun des thèmes et moi-même, je reprendrai
l'un des aspects forts de l'intervention d'Anselme pour montrer comment l'Afrique, particulièrement les pays du Grand Lac, encore plus spécifiquement la RDC, et plus encore Kinshasa, peut apporter à l'Europe et à l'Amérique du Nord en termes de soins palliatifs. Donc ce sera de la comparaison, une ethnographie comparée, mais particulièrement dans l'apport de ce continent vis-à-vis de l'Amérique du Nord, donc de Kinshasa vers Montréal. Alors nous allons commencer. Je vais laisser la parole pour ce premier thème, pour l'introduction de ce premier thème à Anselme, c'est-à-dire quel est le rôle de la communauté à Kinshasa avant le décès de la personne, du patient, du proche, peut-être même du frère. Merci beaucoup, Jean-Marc. Vous savez, quand on parle de la notion de la communauté, c'est très ample, hein. Vous savez déjà, pour la petite histoire, ben, déjà la RDC, c'est un continent. Donc, c'est 80 fois la Belgique et c'est 4 fois la France. Donc, alors, Kinshasa en elle-même, c'est déjà plus ou moins 17 millions d'habitants, plus ou moins. Et au fil des années, Kinshasa étant la capitale, donc nous avons remarqué que c'est une mosaïque de cultures, en fait. Et dans la RDC, d'après les derniers recensements, il y a au moins 200 ethnies en RDC. Et ces 200 ethnies sont à Kinshasa. Donc, vous comprenez que c'est quand elles jouent un rôle très important. Maintenant, tous ces 200 ethnies, donc, ils ont une langue commune qu'on appelle Lingala, qui a créé aussi un contexte. Donc, un Quinois, par exemple, donc la communauté quinoise, elle se sent un peu, je pourrais dire, étranger quand elle va en province, par exemple. Admettons, les parents sont originaires d'une certaine province, mettons les Kasaï, une province, mais quand tu as vécu à Kin, tu te sens des fois même étranger dans ton propre pays parce que Kinshasa a développé une identité en soi. Et cette identité va vraiment dans le vivre ensemble. Donc, vivre ensemble, et c'est une notion trop large. Moi, je me rappelle mes premières années quand j'étais en Belgique, il y a une vingtaine d'années, j'étais venu faire mes études. Et bon, je suis allé, j'ai cuisiné et je suis allé, en fait, j'ai cuisiné, je me suis rendu compte que j'avais pas du sel. C'est un exemple. Et je suis allé chez le voisin pour demander les sels, qui pour moi paraissait très normal. Mais j'ai compris que c'était différent. Parce que les voisins m'ont fait comprendre qu'il y avait un supermarché, qu'il fallait faire ses prévisions, qu'il fallait faire tout ceci. Donc, et pourtant, c'est comme ça que vivent les Quinois, donc dans le vivre ensemble, dans la solidarité. Et ça, c'est très important avant la maladie. Parce que vous allez voir que ben, les gens vivent un peu dans la rue. Donc, les enfants des voisins jouent ensemble, et c'est des longues journées qui sont ensemble, et les familles se connaissent. Et puis, il y a une certaine de... Et ceux qui vivent à Kinshasa sont acculturés. Donc, ils ont perdu un peu leur identité, chacun. Alors, tout le monde essaie de comprendre l'autre. Alors, nous sommes dans une tolérance, tu vois. Il y a même des phrases comme ça, des jargons, quand un Quinois dit, par exemple, écoufélité, ça veut dire, donc, on n'en meurt pas, par exemple. Ça veut dire que, donc, il laisse tomber. Alors, ou bien un Quinois, tu te rencontres avec lui pendant 20 minutes et qu'il y a un tact, et directement, il te lâche une phrase aux familles. Quand on parle de famille dans l'esprit occidental, c'est peut-être père, mère et enfant, mais quand on parle de famille, donc c'est beaucoup plus large dans la communauté. Donc, Anselme, oui. Anselme, est-ce que autour justement de cet apport de la communauté avant le décès, est-ce qu'il y aurait une image qui résumerait ce que tu viens de nous dire, de cet apport en fait, de cette magnifique ville de Kinshasa auprès de la personne avant qu'elle ne décède? Une image. Mais une image, c'est que la communauté elle est participative. C'est ainsi que euh, nous avons mis en place par la famille, justement, c'était soins palliatifs avec la famille et pour la famille. Donc, c'est là on dit que la communauté, elle est participative. Donc, quand il y a un patient, admettons, palliatif dans une famille,
qu'on dit chez nous, vraiment, le patient, il est interné à la maison. Donc, la communauté est alertée et des fois, la communauté aussi prend soin. Alors, quand on parle de la communauté, ça part du voisin, ça part du deuxième voisin, troisième voisin et les gens avec. Et c'est l'image que nous avons de cette solidarité communautaire, en fait. Ce qui veut dire que si on fait ce travail d'ethnographie comparée, que je pense à la France, mon pays d'origine, on pourrait dire pareil de la Belgique, mais de Montréal, puisque je suis à Montréal et puis que c'est la raison de notre conférence, moi je dirais, pour être bref, je dirais que ce qui caractérise l'apport de la communauté avant le décès ici, en termes de soins palliatifs, c'est l'accent mis sur l'autonomie du patient et non pas sur ce que vous appelez, Anselme, la famille, la communauté. Je pense qu'en Amérique du Nord, en Europe, la dimension communautaire est relativisée pour mettre en avant la dimension prioritaire qui est une valeur nord-américaine et européenne très forte, l'autonomie du patient. Alors ça a des avantages et des désavantages, mais je pense que c'est là la différence. Et si je pousse pour retenir peut-être de votre apport sur cette notion avant le décès, moi, l'image que j'ai, c'est le filet. Ce que vous nous proposez, c'est un filet protecteur par ce tissu, en fait, qui dépasse la famille, qui d'une certaine manière, toute la grandeur de la ville de Kinshasa à l'égard du patient vulnérable avant son décès. Si on passe maintenant l'apport de la communauté, Anselme, Oui, euh, pendant le décès, qu'est-ce que vous diriez de spécifique par rapport à Kinshasa? oui. Mais je voudrais quand même revenir un peu en arrière parce qu'il y a quand même cette phrase à le décès. Au fait, les décès, je pourrais dire un peu philanthropique, hein. Tu pourrais voir, moi j'ai dit à soigner un patient dans la communauté, il est vivant, il est là, il me dit que je suis déjà mort. Tu vois, parce qu'il faut, tu vois, quand tu parles, il dit que non, je suis mort. Mais ça, c'est encore un exemple très pratique que j'ai, patient que j'ai soigné sur Kinshasa. Le fait qu'on l'a plaqué, on l'a posé dans un site qu'il avait le sida. Et mais pourtant, il y a tout ce qu'il y a comme, il y a tout ce qu'il y a comme procédure et tout ça. Le patient m'a dit qu'il était mort. Alors, quand on parle même de la notion du décès, donc c'est pas simplement le corps étalé, mais c'est même la maladie, tu vois. Donc, quand on a parlé, je me rappelle encore, j'ai un ami médecin à Kinshasa avec qui on est familier. Je l'ai vu une fois beaucoup pleurer, pleurer, mais on dirait un vrai décès. Mais juste après, on l'a dit que non, sa sœur avait le cancer du sein. Donc, quand on dit décès, déjà, dans l'annonce de cette maladie chronique dans la communauté, même le patient et son entourage, ils se sentent peut-être morts, même si la mort est dans les mois ou dans les années qui viennent. Alors, quand vous parlez du décès, je voudrais un peu aller un peu en profondeur là-dessus. C'est les décès du patient, constat physique, que la personne n'est plus, elle ne vit plus, ou bien les décès tels que nous vivons, tels que nous pensons chez nous, parce qu'il y a cette dimension-là aussi qui est importante aussi. Et donc, quel serait l'apport de la communauté de Kinshasa pendant le décès? Non pas Voilà, la mort, mais pendant le décès. oui. Pendant les décès, la communauté, elle apporte un soutien à la famille. La communauté, pendant les décès, elle est présente. Alors, par exemple, vous savez, à Kinshasa, c'est toujours d'habitude, on dit souvent, il y a des adages hein, qui disent, bon, je répète un peu comme c'est dit en lingala, Ndakwa matanga et babunga kangote. Donc, cela veut dire la maison de deuil, on la perd jamais. Pourquoi? Parce qu'au fait, pendant les décès, c'est la communauté qui s'approprie qui s'approprie un peu les décès. Ce n'est plus le décès d'une famille quelconque, mais c'est tous les quartiers qui vivent là. Et vous allez voir, partout, on plante des palmiers, des arbres de palmiers, pour signifier qu'il y a une tristesse quelque part, qu'il y a des gens qui ont besoin de te consoler, par exemple. Et pendant ces décès, par exemple, moi, je me rappelle toujours, hein, je me rappelle l'exemple qui m'a beaucoup frappé, qu'il y avait une dame que j'ai soignée, je m'excuse encore une fois en Belgique,
qui était vraiment triste, qu'on ne l'avait pas invité au décès, tu vois, pour l'informer. Et chez nous, par exemple, on ne t'invite pas, on ne t'apprend même pas, mais on s'attend que tu sois là. Et, et quand tu n'es pas là, tu es mal vu. Tu comprends? Donc, on ne t'invite pas, mais on se dit que cette nouvelle décès, ça va tellement plus vite que l'Internet, hein, ça va plus vite que les WhatsApp, ça va plus vite que tout ce qu'on a comme réseau. On sait qu'il y a un décès et les personnes s'attendent que tu sois là. Cette présence active auprès des endeuillés, auprès des familles, auprès de la communauté, c'est vrai. Alors, la communauté, maintenant, il faut comprendre que il y a la communauté aussi, il y a les différents niveaux de cette communauté. Il y a la communauté professionnelle qui est là, la communauté religieuse qui est aussi là, la communauté entre voisins et tout ce qui viennent. Et souvent, les voisins s'approprient. Moi, je me rappelle encore une fois, en fait, moi, je ne me rappelle même pas, c'est fréquent quand il y a un deuil chez le voisin, mais en fait, c'est même le jardin du voisin qui est pris comme ça, des fois même sans demander. Vous voyez que les gens viennent, ils s'assoient, ils sont là et ils restent même 2 ou 3 jours dans le jardin du voisin et le voisin n'en fait pas un problème parce qu'il sait qu'on partage la tristesse et on va du point que ben, ça m'est arrivé, ça lui est arrivé, ça peut m'arriver aussi et j'aurais besoin de ses soutiens. Des soutiens, des fois qu'il ne faut pas toujours demander, mais qu'on voit les actes, au fait, agir, par exemple. Je Vous voyez? dirais, dans ce sens, alors, Anselme, par rapport à la métropole de Montréal, Oui. mais on pourrait dire pareil pour Paris, je pense, il y a une autre substitution, c'est la substitution de la communauté pour les relations interpersonnelles. C'est-à-dire, pendant le décès, euh, pour avoir travaillé longtemps en soins palliatifs et y aller encore aujourd'hui, on va privilégier non pas la dimension de la communauté en Amérique du Nord ou en Europe, mais les relations personnelles pour qu'il y ait un contact, éventuellement un pardon, éventuellement. Mais je pense que c'est là la distinction par rapport à ce que vous apportez eu égard Kinshasa. Et puis, c'est en ce qui a trait de l'Université de Montréal, mais c'est très présent aussi dans le réseau québécois de soins palliatifs, le QSPAL, c'est cette réalité de la relation interpersonnelle euh, autour de la personne décédée et qui décède à travers ce qu'on appelle le proche aidant. On enseigne en sciences infirmières, vous qui êtes infirmier, on enseigne beaucoup la notion de proche aidant. J'ai une collègue avec qui je travaille au réseau québécois, Émilie Allard, qui a fait sa thèse sur la proche aidance. Et on réfléchit beaucoup à cette chose-là. Et je trouve que c'est intéressant parce que votre apport de la communauté pendant le décès ou au décès, l'image que je retiendrai de cet apport de Kinshasa, ce serait une ville sans frontières. À vous écouter, c'est ça, j'ai l'impression. Même celui qui ne connaît pas la personne décédée traverse la frontière de l'intimité presque, parce qu'il fait partie de la famille de Kinshasa, pour visiter et exprimer ses sympathies. Et je trouve que c'est quelque chose que nous, en Amérique du Nord et en Europe, on a à recevoir de vous. Et je vous renvoie là-bas pour maintenant la troisième partie qui est après le décès, dans cette première thématique que nous regardons ensemble, c'est-à-dire cet apport de la communauté avant, pendant et maintenant après le décès. Quelle serait la spécificité de Kinshasa? Bon, comme j'ai expliqué, hein, que Kinshasa, c'est une mosaïque de cultures, hein. Et généralement, c'est où la culture ressort après les décès, c'est là on voit encore qu'il y a, malgré cette mosaïque, mais les gens tiennent encore à leurs valeurs, par exemple. Donc, c'est là où la culture réapparaît, par exemple. On dit que après les décès, bon, par exemple, on dit qu'une femme, si elle doit se raser les cheveux, par exemple, elle doit s'habiller peut-être en noir pendant 40 jours, par exemple. Vous voyez? Et c'est là où l'authenticité, malgré cette mosaïque de culture, où il y a l'authenticité, où il y a l'authenticité, où il y a l'authenticité de la culture qui apparaît, au fait. Alors, et là, maintenant, on s'est identifié, par exemple. On dit, ah, dans cette culture-là, par exemple, mais la femme doit aller au village, par exemple,
ou voilà, ou bien il faut qu'il y ait un vrai dialogue des familles, par exemple, et ce sont tous c'est tous des rites qui se font et après les décès, par exemple. Et ça prend un temps, hein. Ça peut prendre un temps, voilà, donc ça peut prendre un temps, ce n'est pas à la minute, pas à la semaine, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années, mais c'est vraiment cela. Et alors maintenant, ça dépend aussi du rang social aussi, aussi de la personne qui était malade. Voilà, par exemple, voilà le deuil d'un adulte qui a 80 ans, qui a fait sa vie, qui a des petits-enfants, qui a tout ça, c'est différent d'un jeune, c'est différent d'un enfant, par exemple. Et la communauté, elle est tellement très subtile et elle tient compte de tous ces détails, par exemple. Il y a aussi l'honneur qui s'est fait après, tu vois. Donc, il y a aussi l'honneur qui est présent dans dans tous ces processus, en fait. Parce qu'on dit que, bon, le deuil, c'est, voilà, il fait son deuil, mais il prend son temps, par exemple. Et c'est ça. Et alors maintenant, je me rappelle encore, vous allez voir que, ben, pendant peut-être un mois, il y a de la visite. Des gens qui viennent plusieurs fois, des gens qui viennent plusieurs fois. Et voilà, ils viennent, ils sont là, ils compatissent parce qu'on s'est dit que non, mais il faut toujours soutenir ceux qui sont en chagrin et les accompagner. Merci, Anselme. Comment ça se fait à Montréal? Mais en tout cas, c'est beau parce que ce que je retiens de cet apport, mais il y aurait, hein, on a dit qu'on retenait qu'une seule chose de votre grande métropole de Kinshasa, donc je me plie à notre méthodologie, mais il y aurait beaucoup de choses. Mais ce que je retiens, en fait, c'est deux choses. Ce sont les valeurs traditionnelles, malgré le fait qu'il y ait autant d'ethnies à Kinshasa, les valeurs restent. Et ça, c'est très fort, et je pense que vous nous l'apportez autant pour l'Europe et autant pour l'Amérique du Nord et donc Montréal. Puis le deuxième aspect que vous venez de dire, en scène, qui est magnifique, c'est vous avez le luxe du temps. Vous donnez à la communauté le temps de vivre le deuil. Et puisque vous avez la gentillesse de me poser la question sur Montréal, on pourrait dire aussi sur Paris, après le décès, je crois que l'Occident est marqué par une sorte de syndrome qu'on pourrait résumer, voire simplifier par on passe à autre chose. Les salons funéraires, en ce sens, sont très symptomatiques de cette chose-là, c'est-à-dire qu'ils vont concentrer le rituel et les sympathies en quelques temps, et très rapidement, nous allons passer à autre chose. Et donc, je pense que, Anselme, et je vous en remercie, vous nous apportez une question très importante, qui est comment, en fait, nos valeurs traditionnelles peuvent nous permettre de vivre le deuil, hein, apportées par cette médiation de la communauté, et puis comment le temps peut humaniser vraiment cette question du deuil. Alors ça, c'est notre première thématique en scène. Oui, voilà pour te compléter, c'est vrai, justement, bon, les temps sont encore, et puis je peux même rajouter du temps, l'espace. Ah oui. Mm. Tu vois, il y a l'espace. Tu vois, souvent, les Suisses sont réputés pour l'heure, hein, pour la montre. Tu vois, comme on dit, les Suisses, on dit à 12h48, c'est 12h48. Et tu vois, et alors on donne le temps et l'espace aussi, qui est très important. Et vous allez voir que quand je parle aussi d'espace, donc le voisin qui avait prêté ses chaises pendant le deuil, mais tout le mois, il prête encore cet espace. Parce que les gens viennent, comme je dis toujours, ça dépend de l'ordre de la personne qui est décédée. Oui, voilà. Et des fois, ça peut prendre du temps. Donc, il y a le temps, il y a l'espace, et qui sont des valeurs incarnées, et c'est tellement naturel. Tu vois, c'est tellement naturel, c'est tellement, il faut même pas forcer pour ça, c'est tellement naturel qu'on s'attend. Et quand tu t'interposes, moi, c'est vrai qu'après mes études, je suis rentré une fois sur Kinshasa, il y avait un deuil là, à côté de chez nous, et les voisins avaient mis de la musique. Bop, 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 bop. J'ai dit, mais c'est pas possible, il est déjà 22 heures, on doit quand même dormir. On dit, non, 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 cette musique-là doit jouer. On est en deuil, le quartier est en deuil. Vous comprenez?
On dit non, 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 non. Moi, je dis, mais non, vous trouvez ça normal? On m'a dit, oui, cette musique doit jouer parce que le quartier est en deuil. Ça veut dire, Anselme, que vous avez le temps, vous avez l'espace et vous avez le volume aussi. Hein, Ouais, rien ne ouais. s'arrête, aucune frontière. Mais j'invite les gens qui nous écoutent et qui vous écoutent, Anselme, à regarder sur une carte après la conférence les pays du Grand Lac et la place de la RDC. C'est immense, vous l'avez dit en introduction, mais c'est absolument gigantesque. Alors, si on résume cette première thématique de l'apport de Kinshasa, métropole, sur l'apport de Montréal, autre métropole, moi, je retiens qu'avant le décès, votre communauté est un filet protecteur pour la personne qui va terminer ses jours. Pendant le décès, je retiens que Kinshasa, qui est une ville immense, n'a plus de frontières. Tout le monde est touché par cette question de deuil. Et je retiens enfin, Anselme, après le décès, votre capacité à la fois à vous enraciner dans des valeurs traditionnelles malgré le fait qu'il y ait tant d'ethnies, mais aussi à créer l'espace pour que le deuil se vive, espace géographique, espace à tout point de vue jusqu'au volume du son. Anselme, je veux vous entendre sur la deuxième thématique parce qu'elle est absolument, je pense, aussi originale que fondamentale, je dirais ça. C'est la place de la spiritualité face à la fin de vie en soins palliatifs. Alors là aussi, il y a les différences entre l'Europe, l'Amérique du Nord et évidemment votre grand continent et les pays du Grand Lac. Que diriez-vous, Anselme, par rapport à la spiritualité en lien à la fin de vie dans un contexte de soins palliatifs? Oui, la spiritualité en lien en fin de vie dans un contexte, vous savez, déjà le peuple congolais, le peuple quinois, voilà, pour encore être succinct, c'est un peuple spirituel. Donc, on vit avec sa spiritualité. Donc, si elle n'est pas, alors, peut-être religieuse, mais il y a la protection des ancêtres, il y a chacun, voilà. Donc, on vit avec la spiritualité, elle est présente avec nous. C'est comme ça, vous allez voir ça, je plante déjà les décors pour comprendre que vous allez voir même, par exemple, on dit que le président va aller inaugurer peut-être un bâtiment ou la mairie ou bien vos bâtiments. En coupant le bandeau, vous voyez, il jette de l'eau comme ça sur la terre. Et quand vous voulez investiguer pour savoir pourquoi, il jette de l'eau sur la terre, il dit que non, mais c'est pour les ancêtres, qu'ils soient contents. C'est, voilà. Donc, en fait, le peuple quinois, il croit à une certaine spiritualité. Elle peut être d'ordre religieuse, elle peut être voilà, aux ancêtres, aux esprits. Voilà. Et dans cette pratique, en fait, depuis que nous sommes beaucoup plus, depuis que nous faisons les soins palliatifs, on a compris que c'est comme le dernier recours, en fait. Cette spiritualité, c'est vraiment la dernière carte que les familles, que les communautés apportent aux patients. Donc, c'est comme un jeu de cartes. On va chez le médecin, on va chez ici, on va là-bas, et la spiritualité intervient pour les patients en fin de vie, en fait, les patients palliatifs, comme un dernier joker, une dernière carte. Je m'explique. Cela veut dire que, au fait, ça permet, au fait, de ces patients, au fait, à dépasser l'étape physique de la maladie, par exemple. Donc, et il y a des fondements, parce que dans cette spiritualité, il faut d'abord croire en cette spiritualité. Donc, il y a la foi qui s'installe là-dessus. Une fois que dans le patient s'est dit, ben, je suis en de vivre, je suis en de partir, et il y a peut-être un travail de guérison interne, il y a par exemple un réconfort, un espoir, et cette foi, par exemple, ce travail spirituel, ça permet aux patients, peut-être aux familles, de les accompagner vers le processus de deuil, par exemple. Et ça, c'est démontré. Un patient qui, en soins palliatifs, en ayant en temps de vie, et cela, ça correspond, cela montre que ces patients, quand ils étaient bien accompagnés spirituellement,
Et ça donne une certaine sérénité, une certaine paix. Mais alors, je vais encore là creuser un peu parce que c'est quand même très intéressant, parce que c'est pour nous très important. Il y a encore une différence entre l'accompagnement spirituel, par exemple, de ces patients, et les soins spirituels. Parce que il y a certaines maladies qui ne sont pas toujours d'origine somatique, qui sont d'origine spirituelle, où il y a un diagnostic spirituel qui doit être posé, où il y a un référent spirituel attitré qui vient, qui pose son diagnostic, qui va investiguer. Et alors, généralement, par exemple, je donnerai un exemple, par exemple, j'ai à discuter avec des référents spirituels, par exemple, il peut aller sur le passé du patient, par exemple. Admettons, par exemple, une femme mariée qui a fait de l'adultère, par exemple, et qui a une maladie, par exemple, qui, nous, par exemple, nous pensons que du point de vue somatique, il y a la dégradation, il y a, voilà. Mais les référents, par exemple, alors, on parle vraiment des pouvoirs, bon, pouvoir, c'est pas vraiment le terme, mais qui a une onction spéciale pour deviner ou voilà, pour investiguer. Alors, et il peut aller en profondeur de la maladie où les patients peuvent se réconcilier. Et je suis désolé, mais 2 fois ça marche. Où les patients se sentent complètement guéris et où les patients ils se remettent en réconciliation avec, avec la famille ou bien ils demandent un pardon et les patients se sont guéris. Donc la spiritualité a une place très, très, très importante dans l'accompagnement. Et généralement, quand cette maladie, parce que moi, je me rappelle une fois, on a une tante qui avait le sida. On a une personne qui avait le sida où, où on s'est dit que il fallait aller au village pour essayer d'arranger s'il y avait des problèmes. Ils sont allés et ils ont arrangé des problèmes et le mauvais sort a été retiré, par exemple. Donc, c'est tellement très profond. Il n'y a même pas longtemps encore que je suivais, il y a quelques années, il y a même un député italien, c'est paru dans le journal, hein, qui avait tenu des malpropos via un député qui était d'origine africaine en Italie, dont sa famille au Katanga avait lancé des mauvais sorts. Il était malade et les députés italiens disaient que non. D'un coup, je me suis retrouvé malade, malade. Et on l'a dit que c'était de mauvais sorts. C'est même sur Internet, hein, dans les réseaux. Et on a dû retirer ces mauvais sorts. Et du coup, il a été guéri. Donc, la spiritualité, elle a une place très, très importante dans l'accompagnement des patients en fin de vie. Et ça permet d'investiguer. Et d'autres fois, c'est la maladie qui a l'aspect somatique et qui a la dégradation où on accepte. Donc, ce n'est pas 1 plus 1 égale 2, mais ça pose un diagnostic. Comme le médecin pose un diagnostic, et il y a ces soins spirituels qui sont importants. Alors, Anselme, oui, Anselme, je dirais dans ce sens que je force par souci de pédagogie à trouver des images, mais je vous écoute et il y a une image qui me vient, c'est que la spiritualité offerte aux patients en soins palliatifs, ou en tout cas en fin de vie, ce qui est distinct, c'est comme un fruit, c'est-à-dire c'est une dimension, on dirait, holistique. Il y a pas de conception de la spiritualité en dehors, par exemple, vous l'avez dit, de la santé, du corps, de la maladie. C'est une vision, ça fait partie d'une vision globale. C'est une anthropologie, en fait, cette spiritualité. Elle est au cœur d'une anthropologie. Alors que en Europe, euh, par exemple, pour la France, la spiritualité est souvent très confessionnelle, liée à telle ou telle religion, et elle n'a pas cette vision holistique globale de la personne. Elle va développer des anthropologies plus de l'âme, de la vie intérieure, mais pas cette dimension globale dont vous nous parlez. Et à Montréal, puisqu'on pousse le parallèle entre Kinshasa et Montréal, à oui, Montréal, qui est une ville aussi très cosmopolite, mais on travaille beaucoup, en tout cas, c'est un enseignement que je fais, à développer des spiritualités distinctes de l'aspect religieux. Pourquoi?
parce qu'en soins palliatifs, ça permet ensuite d'arrimer cette spiritualité sous des thématiques de transcendance, sous des thématiques de quête de sens. Ça permet en fait de l'arrimer à la table de l'interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'en soins palliatifs, l'infirmier que vous êtes peut dire qu'il prend en compte la spiritualité du patient parce que dans sa science infirmière, il intègre la spiritualité. Idem pour la travailleuse sociale, idem pour le psychologue, idem pour ce qu'on appelle au Québec l'intervenant en soins spirituels. Mais voyez, c'est quelque chose qui n'a pas ce charisme, on pourrait presque dire, et cette vision globale que vous nous apportez aujourd'hui grâce à votre connaissance de Kinshasa. Et puis, elle n'a pas cette propension à la guérison que vous nous mentionnez. Hein. Elle a peut-être une visée de bien-être, de quiétude, mais pas de guérison telle que vous nous l'apportez. Donc ça, c'est une grosse différence. Voilà, justement, donc merci Jean-Marc. Non, elle a toute sa place parce que souvent, souvent nos patients à nous qu'on soigne, c'est des patients qui sont passés un peu partout dans des hôpitaux, qui ont été allés voir un peu partout. Et vraiment, le dernier recours, c'est cette spiritualité qui peut être à caractère aussi du confort, hein, juste pour son confort, pour sa guérison interne. Quand on parle interne, sa réconciliation avec, voilà, et aussi qui peut être des soins vraiment pour aller sur une guérison miracle, par exemple, qu'on croit, hein, on croit fermement, on croit à ces guérisons miracles dans cette spiritualité. La troisième thématique que nous allons ensemble aborder dans ce travail comparatif entre Kinshasa et Montréal, on pourrait dire Kinshasa, Montréal et Louvain ou Paris, hein, mais c'est cette thématique magnifique, le concept de belle mort. Qu'est-ce que Oui. veut dire à Kinshasa, Anselme, une belle mort? Et j'essaierai ensuite de le dire pour ce qui est de Montréal et de Paris. Ah! Non, belle mort, c'est quelque chose, ça. Bon, déjà, la mort n'est pas belle, hein. La mort en soi, elle n'est pas belle. Voilà. Je crois que l'être humain, c'est dans l'humain. Quand on dit à l'humain que tu vas mourir, ben, je crois que, bon, ça frustre, bon, voilà. Mais c'est vrai aussi, quand on parle de belle mort, c'est bon, au-delà de la maladie qui est acceptée dans la communauté ou bien où les patients sont conscients, mais c'est tout ce qui a tout au moment du funérail, au moment de cette prise en charge, par exemple. Il y a aussi les rites, par exemple, qui interviennent, par exemple, dans cette belle mort, par exemple. Le concept de belle mort, par exemple, on dit toute cette valeur sacrée qu'on accorde à la personne qui est partie, qui est en train de partir, qui est partie, par exemple. Et aussi, il y a une façon d'exprimer cette belle mort, par exemple. Moi, vous savez, j'étais étonné. Bon, c'est déjà du point de vue du patient. Alors, j'essaierai un peu concentré sur le patient, par exemple. Parler à un patient, bon, c'est quoi pour toi mourir en... Alors, quand on parle de belle mort et mourir en paix, c'est aussi une nuance, par exemple. Quand il y a cette réconciliation qui est faite parce que les patients deviennent de plus en plus conscients qu'il va quitter et qu'il arrive à arranger, qu'il arrive à faire respecter ses vœux, par exemple. Et là, déjà, nous sommes dans une paix intérieure. Et la mort devient qui n'est pas trop belle, mais elle devient un processus qui est accepté, qui devient une belle mort. Il y a aussi l'expression des émotions, par exemple. L'expression des émotions qui, pendant ces temps, parce que comme j'ai répété avant, un patient qui dit que je suis mort parce que son diagnostic a été posé et il voit que tous les projets, il faut comprendre que quand même Kinshasa, c'est une population jeune. Hein. Donc, la moyenne d'âge, c'est quand on a déjà 50 ans à Kinshasa, ou 51 ou 60, on dit déjà qu'on est peut-être vieux. Vous comprenez, c'est plus trop jeune. Donc, quand on dit vraiment belle mort, donc c'est la personne, par exemple, qui avait des projets, voilà, et qui peut être recadré et accepter vraiment
les circonstances de la vie et il travaillait pour les accepter, ça, il devient une belle mort. Et puis aussi, il faut comprendre aussi, il y a cette transmission des émotions, par exemple. Donc, il y a l'émotion du patient, mais il y a aussi ces expressions, il y a la transmission de ces émotions qui font que ces patients, par exemple, on s'est dit que, bon, effectivement, ben, si c'est un dignitaire, par exemple, mais vraiment, il en a mérité. Et tous les rites souvent qui va derrière les scènes. Admettons, je vois par exemple quand c'est un chef coutumier ou un chef qui décède, c'est différent. C'est différent. On sent que même le cercueil, on est en train de les faire circuler dans tous les quartiers, on court et tout ça, et ça crée un engouement parce que c'est un dignitaire, c'est quelqu'un qui a une certaine autorité qui a décédé. Il y a des gens, par exemple, qui se disent aussi que non, moi, pour ma mort, je me rappelle quelqu'un qui dit que non, moi, pour ma mort, par exemple, de son vivant, il achète déjà son cercueil. Bon, ici en Europe, il y a des assurances, il y a tout ça, tu vois. Mais ici, il dit que moi, je veux que ma mère s'appelle, il achète son cercueil et il dit qu'écoute, quand je vais mourir à Kinshasa, ne m'enterrez pas à Kinshasa. Il faut m'amener au village. Et vous voyez le convoi, ben, si il habite, on prend l'avion, mais il va là-bas. Et pour la famille, c'est tellement sacré, cette mort qui est belle, pour finir, parce que les vœux ont été respectés, parce que, ben, il y a eu ces expressions des émotions, il y a eu cette transmission des émotions aussi. Anselme, est-ce que, pardon de vous poser la question, en préparant cette émission, je n'avais pas prévu vous la poser, donc vous n'êtes pas obligé de répondre, mais parce que c'est très intéressant, vous avez dit, ou en tout cas ce que j'ai compris à vous entendre, c'est qu'il y a quelque chose dans la mort chez vous qui est sacré. C'est ça qui me vient en vous écoutant. La mort chez vous, elle est sacrée. Autrement dit, vous savez, en Amérique du Nord, et puis il y a un projet pour ce qui a trait de la France sur l'euthanasie ou l'aide médicale à mourir. Est-ce que dans votre pays, c'est quelque chose qui serait concevable en soins palliatifs ou est-ce que c'est inconcevable? C'est la première question. La deuxième question que je vous poserai, c'est comment vous ensevelissez vos morts? Ici, on fait beaucoup de crémation. Est-ce que c'est quelque chose aussi pour lequel vous seriez ouvert, notamment en situation de pandémie, ou est-ce que c'est impossible? Donc, c'est deux questions différentes, mais qui en arrière, posent la question de la dimension sacrée de la mort, Anselme. Oui. Non, la mort, elle est sacrée, c'est vrai, elle est sacrée. Et par culture, on lit pour la vie, hein. Donc, on ne peut pas donner la mort. On peut pas donner la mort. Donc, c'est désacraliser la mort quand tu te donnes la mort. Donc, c'est inconcevable. Vous comprenez? Les gens lisent jusqu'à la fin. Et justement, moi, j'ai plein de discussions avec des collègues qui, culturellement, l'euthanasie, même auprès des patients dans la communauté, ça passe pas. Ça ne passe pas. C'est pas encore accepté. On dit que c'est occidental. Et ce sont les mœurs, en fait. Quand on dit que la mort, donc, la mort, elle est célébrée comme la naissance, en fait, aussi. Vous comprenez un peu ces dimensions de cette mort. Et la naissance, eh bien, il y a des joies, il y a des cris de joie et tout ça. Mais dans la mort, ben, il y a le pleur, il y a les chants, il y a tout ce qui va avec aussi. Donc, voilà. Alors, quand vous parlez, par exemple, d'euthanasie, on dit que non, il s'est donné la mort. Donc, ça ne marche pas. Ou alors, l'infirmier ou le médecin a prescrit un produit pour qu'il puisse mourir. Non, ça ne passe pas. Pour le moment, ça ne passe pas. Parce qu'on s'est dit que la vie, elle est sacrée, mais la mort aussi, elle est sacrée. Et la mort, c'est le temps qui donne. Quand même qu'on est appelé à mourir un jour, mais pas forcer cette mort. Donc, c'est un peu ça. Et la deuxième question, Deuxième question, c'est c'était l'euthanasie. oui, puis ensuite, c'est la question de l'inhumation. Puisqu'elle est sacrée, la mort, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans l'inhumation qui mentionne, qui manifeste cela? Oui, et là encore, je reviens un peu au rite. C'est là où, malgré qu'on est à Kinshasa,
dans ces derniers instants, au fait, il y a, voilà, bon, à ma connaissance, on ne brûle pas les morts, il n'y a pas de crémation, non. À Kinshasa, à ma connaissance, jusqu'à ce soir, il n'y a pas encore de crémation parce que il y a des valeurs rattachées à cela. Vous allez voir que quand on va peut-être enterrer la personne, il y a encore des phrases qui sont dites, il y a encore des choses qui sont dites. Donc, on est sacré là-dedans. Et voilà, on ne peut pas faire de la crémation parce que culturellement, ça ne passe pas. D'accord, merci. Alors, ça passe que vous l'avez brûlé. Vous l'avez brûlé. Ou on dit, non, mais ce n'est pas possible de brûler un mort. Donc, il y a pas de... Vous l'avez brûlé. Et c'est tellement brutal, c'est tellement atroce qu'ils disent qu'il n'y a pas moyen. Mais Anselme, pour cette troisième thématique, réfléchissant à l'apport de votre magnifique culture à notre Occident, ben, figurez-vous que je n'ai pas d'image. Parce que ce que je retiens, c'est cette dimension sacrée de la mort, et je pense que le sacré dépasse la représentation de l'image. Euh, Mhm. je dirais juste que nous, de plus en plus en Occident, euh, la belle mort, vous avez raison, il n'y a pas de belle mort en tant que telle, mais une bonne mort serait de plus en plus le fait que le patient ne souffre pas. Il y a vraiment cette... alors ça a bien évidemment un fondement tout à fait éthique et respectable, mais il y a aussi cette absolutisation du fait que euh, on ne supporte plus aucunement la souffrance. Et je suis en train de terminer un article que je vais publier sur la dimension de la souffrance existentielle. Et j'ai vu ça souvent en soins palliatifs. On peut soulager la douleur, mais chez chaque être humain, il y a cette dimension de la souffrance existentielle, des fois de la souffrance spirituelle à laquelle vous avez parlé, Anselme, euh, de laquelle vous avez parlé, pardon, et, et on ne peut pas. Alors, il y a une sorte de contradiction dans notre conception de la bonne mort à vouloir s'affranchir de tout type de souffrance, parce que je pense quand même que les souffrances intérieures sont quasi constitutives de la personne. Alors, je retiens vraiment, ça m'émeut, Anselme, de recevoir cela de votre culture par vos beaux mots, cette dimension tellement culturelle et tellement respectueuse de la dépouille et de la personne qui décède. J'aurais presque envie d'arrêter là l'émission parce que c'est très profond ce que vous nous partagez là. Je vous en remercie, Anselme. Il y a une quatrième thématique avant de laisser la place aux questions. Si vous voulez bien nous parler, vous savez que je dirige une chaire de recherche sur le deuil à l'Université de Montréal. Donc, je suis censé être un spécialiste du deuil, mais aujourd'hui, je suis un spécialiste à l'école de Kinshasa et à l'école d'Anselme. Alors, je suis heureux de vous entendre sur cette dernière thématique. Sur le deuil. C'est la dernière thématique que nous avions prévue, en effet, la question du deuil versus les émotions auxquelles vous avez fait, en effet, allusion. Verser les émotions. Ah, ça, c'est encore autre chose, hein. Le deuil, le deuil, déjà, bon, vous allez, je dois vous inviter à Kinshasa pour comprendre, parce que des fois, c'est pas toujours évident de comprendre. Il y a toujours des mots qu'on ne sait pas placer, au fait, quand on parle de deuil. Et nous, le deuil est expressif. Vous voyez, par exemple, moi, je vois la télévision, tu vois quelqu'un pleurer, c'est à la limite qu'on sait savoir s'il pleure, tu vois un peu. Donc, nous, le deuil en soi, au fait, il faut vivre ce deuil. Il faut la vivre, par exemple. Vous voyez déjà même quand on annonce simplement que la personne, le deuil, la personne donc est décédée, mais déjà dès l'hôpital, simplement, il y a des cris énormes, en fait. Il y a des cris énormes, il y a des gens, mais peut-être prochainement, je vous enverrai quelques photos, vous allez voir, il y a des gens qui enlèvent mais carrément les habits. Tu vois un peu, il y a des gens qui roulent par terre parce que les deuils témoignent comme une désolation. C'est vraiment une désolation. Alors, il faut exprimer cette désolation, par exemple. Alors, et ces émotions, voilà, justement, elles doivent se transmettre, par exemple. Moi, je me rappelle, par exemple, vous allez,
on peut pas aller, bon, c'est vrai qu'on est triste, on est calme, mais le fait d'avoir ces expressions, ça, ça met les familles ou les patients dans un, en fait, la famille ou la communauté dans un état de désolation et en même temps, de lâcher prise, laisser passer la pression. Et ça, c'est très important, par exemple. Admettons, on a beaucoup souffert avec le Covid, par exemple, où à peine vu les patients à la mort, il faut l'enterrer, par exemple. Tu vois? Et moi, on disait, on n'a pas fait son deuil. C'est pas possible, on n'a pas fait son deuil parce que les émotions n'étaient pas ressorties. Vous voyez? Alors, en même temps, quand les émotions ne ressortent pas, et ça reste quasi, et des fois, ben, ça devient pathologique, et puis des fois, voilà. Et ces émotions doivent se transmettre, en fait. Ça se transmet. Donc, vous pouvez voir quelqu'un qui est là, et du coup, il se met à pleurer, et vous êtes calme, tous vous pleurez ensemble. Vous dites, mais c'est pas possible, il riait à peine il y a 5 minutes, et là, il se met à pleurer sous forme de pleurs. Mais c'est ça, au fur et à mesure que ça, et la personne se vide, il lâche prise, et il permet aussi à se reconstituer, en fait. C'est cette notion de deuil versus, voilà, il faut comprendre que, par exemple, c'est vrai, les Quinois, bon, il vit avec ces deuils. Souvent, on voit dans la communauté, ça réagit souvent. Et on se dit souvent que, bon, le deuil est permanent à Kinshasa. Et par exemple, comme les samedis, le vendredi samedi, il ne faut pas circuler tout parce que c'est le jour de deuil, où des fois, il y a des cris partout à Kinshasa. Les week-ends, souvent, les gens maintenant, avec l'habitude, ils vont au deuil à gauche, à droite, parce que c'est des moments, voilà, des moments de ressortir ses émotions, des expressions, et la transmission des émotions aussi pour accompagner ceux qui sont émotionnels. Anselme, c'est extrêmement pertinent ce que vous nous apportez parce que euh, en Occident, c'est quasi tabou, les émotions du deuil. À tel point que la littérature dira que, une certaine littérature, que le deuil est terminé à partir du moment où il n'y a plus d'émotions. Et donc, il faut, pour sortir du deuil, faire en sorte que les émotions cessent relativement vite, au risque qu'elles soient refoulées. Et là, vous nous dites que le deuil implique les émotions et qu'une belle résolution du deuil demande cette liberté des émotions. Et ça, je pense que c'est quelque chose de Kinshasa qui va faire un grand écho à Montréal et qui, d'après moi, va rebondir sur l'Europe jusqu'à Paris. Et ce serait intéressant que nous écrivions tous les deux sur la place des émotions dans cette ethnographie comparée Kinshasa-Montréal. Ce serait intéressant. Je vous invite à la chaire que je dirige à Montréal, Anselme. Il reste, il Bien, reste, il reste 5 minutes. Donc, je vous laisse évidemment le dernier mot, Anselme. Et peut-être qu'il y a quelques personnes qui veulent vous poser une ou deux questions qui vous permettra par ailleurs de clôturer cette heure que nous avons dialogué ensemble et qui est passée beaucoup trop vite.